En manchette, aujourd'hui, on n'oublie pas de changer d'heure en fin de semaine. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 8 mars. C'est donc en fin de semaine qu'il faut changer l'heure et on en profite pour changer la batterie, évidemment, sur nos appareils de sécurité, les avertisseurs de fumée, etc. Donc, c'est dans la nuit du 9 au 10 mars. Donc, pour le vrai, c'est à 2 heures du matin, le 10 mars, qu'il faut avancer l'heure. Et on en profite, comme on disait, pour vérifier ces avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone, etc. On utilise de nouvelles piles pour cette nouvelle année, avec ce changement d'heure pour les prochains mois. On aura donc des piles neuves dans nos avertisseurs. On rappelle aussi le service de sécurité incendie nous mentionne de ne pas oublier de vérifier la date sur votre avertisseur de fumée, car oui, il y a une date, et ce dernier doit être remplacé s'il a plus de 10 ans. Pour vérifier l'avertisseur, bien, si jamais vous ne le savez pas, il faut appuyer quelques secondes sur le bouton « Test » et ce, jusqu'au signal sonore. On peut avoir plus d'informations pour ce sujet ou d'autres sujets concernant la sécurité incendie en appelant donc au service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey à Berthierville, 450-336-7007, le poste 2510. Donc, on n'oublie pas de changer l'heure entre le 9 et le 10 mars, de samedi à dimanche. On parle maintenant d'un citoyen de Saint-Ignace de Loyola. Il s'agit de Louis-Vincent Barthes. Louis-Vincent, c'est un officier maritime. Il a une autre grande passion, celle de raconter justement cette histoire maritime de la région. Cette fois-ci, de passage à CTRB, il nous parle des remorques du fleuve Saint-Laurent, son nouveau livre, donc son nouveau sujet de passion. On écoute la première partie de l'entrevue qu'il a accordée à CTRB. Je suis en compagnie de Louis-Vincent Barthes, un marin qui est bien connu dans la région ici, là, qui est passionné de marins, de maritime, du fleuve Saint-Laurent. Et tu nous arrives avec une nouvelle mouture, un nouveau livre qui s'appelle « Les remorqueurs du Saint-Laurent ». Oui. Tu viens de me parler un petit peu de l'histoire des remorqueurs. Peux-tu me revenir un petit peu? Ça a commencé à un moment donné quand le moteur à vapeur a été inventé, c'est ça? Oui, bien dans le fond, c'est les premiers bateaux à vapeur, c'est fin du 18e siècle, début du 19e siècle, en Grande-Bretagne. Et puis, on s'est aperçu que la vapeur servait beaucoup, surtout dans les canaux, les rivières, parce que les bateaux à voile, ils avaient besoin de fonctionner avec du vent, bien entendu. Puis là, s'il n'y avait pas de vent, mais il était pris. Il fallait qu'il soit jette l'encre, qu'il attende. Puis là, la vapeur est venue. C'est-tu comme les trains à vapeur? Je te pose une question. Ben, c'est le même principe. C'est une machine à vapeur. La machine à vapeur, quand elle est inventée, c'est que oui, ils l'ont utilisée sur le train. Après ça, ils se sont dit, ben, on va pouvoir l'utiliser sur le bateau. Fait que là, il y en a un qui a pris une machine à vapeur, il l'a mis sur un bateau. Puis là, c'est sûr que la technologie n'était pas la même, parce que là, un bateau, c'est poussé par c'est propulsé avec un hélice. Ouais. Fait qu'il y avait tout puis là, le gouvernail. Fait que c'était tout au début, c'était pas un hélice, c'était à aube. Fait que là, ils ont développé ça. Puis là, au fil des années, bien, c'est sûr que la technologie a avancé, la machine à vapeur s'est développée, elle est devenue plus performante. Avec plus de vapeur, on peut aller plus vite. Donc, là, le premier bateau ici au Canada, c'est John Molson avec l'Accommodation 1809. Mais les premiers bateaux à vapeur, c'était vraiment pour transporter des passagers. Parce que, surtout au Québec, les routes n'étaient pas développées. On avait le chemin du roi, mais disons qu'au printemps... C'était pas carrossable. C'était pas quoi, c'est ça. Que tu sais, c'est sûr que si l'économie toute du fleuve est vraiment importante avec les bateaux et tout, on en parlait encore avec Jean-Pierre Gagnon, c'était un peu ça aussi. Là. C'est l'histoire économique du Québec se concentre avec le fleuve, parce que c'est l'autoroute, c'est le moyen de transport qu'on utilise, c'est le bateau. Et puis, même avant l'avènement du train en Amérique, on utilise le bateau. Puis le remorqueur, il est venu après les premiers bateaux passagers, on s'est dit, hey, on peut tirer des chalets. Puis
Puis là, on transportait de la C'est cargaison. des plateformes, là. Quand tu me parles de chaland, c'est des plateformes. Comment dire, on peut utiliser le mot barge aussi pour ça. Okay. C'est vraiment, il y avait des chalands à fond plat, puis des chalands qui étaient une barge qu'on pouvait transporter de la cargaison. Fait que là, on a vu la possibilité. Puis aussi, c'est la même chose, surtout entre Québec et Montréal, le chenal est plus étroit. Entre Québec et Trois-Rivières, les marées, les puissantes marées. Là aussi, les bateaux, il fallait qu'ils partent avec la marée, attendre la marée. Puis là, il faut qu'il y ait le vent. Fait que si on avait un vent nordais, même si la marée était descendante, ça ne marchait pas. Fait que des fois, si le vent était plus puissant que le courant, mais il faut attendre. Puis là, on parle que ça a commencé dans les années 1800, comme tu dis, 1800. Ouais, mettons, les premiers remorqueurs vraiment, là, à titre de remorqueur pour tirer, ça dit remorqueur, qui vient du mot remorque. Fait que remorquer, on parle des années plutôt 1840, 1850, c'est là qu'on développe le remorquage sur Saint-Laurent. Les bateaux sont en bois au début? Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on construit des bateaux en bois, la coque est en bois, mais on voit l'avènement de l'acier aussi. OK. Puis plus ça va, puis là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on n'en construit plus des bateaux de bois. Mais curieusement, il y a certains bateaux des remorqueurs qui ont été construits en bois. Puis la raison, c'était qui étaient envoyés outre-mer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, étant donné que les Allemands mettaient des mines sous-marines, aimantées, fait que la mine, elle était attirée par la coque. Par le métal, oui. Fait que là, c'est pour ça ils ont construit pendant la Deuxième Guerre mondiale des remorqueurs à coque en bois. Ouais. C'est quoi la puissance de encore aujourd'hui? Ça tire combien de charges? Est-ce qu'on sait? Tu me parles d'un chaland, mais il faut quand même que ça soit assez puissant là, pour être capable de tirer. Là, parce qu'on envoie des remorqueurs, quand je regarde quand ils ont fait le pont Champlain, puis tout ça, ça amenait une chose. Les remorqueurs amenaient les grues, amenaient les choses. Est-ce que c'est illimité la capacité ou non, mais c'est sûr que ça va avec la force. Là, aujourd'hui, c'est des moteurs diesel. Pour la plupart, fait que le diesel, là, les remorqueurs, c'est un petit bateau, mais on peut parler de 5, 6, 7 000 forces de moteur. Okay. Il y a des plus gros remorqueurs, les remorqueurs de mer, qui peuvent aller à 12 000 forces de moteur. Ah oui, à ce point-là. Fait que là, c'est gros, c'est puissant. Et là, mettons, au début, on parlait de 500 forces de moteur, 700 forces. Oui, mais c'était gros pour le temps, là. C'est ça, parce que les bateaux aussi étaient plus petits. Et là, avec les plus gros navires transatlantiques, on a commencé, après, dans les années 30, à creuser le chenal des bateaux. Après l'avenue de la voie maritime, les bateaux viennent de plus en plus gros. C'est sûr que les remorqueurs, il fallait qu'on construise des remorqueurs avec des forces de moteur plus fortes. Puis là, c'est sûr, l'avènement du moteur à combustion. Mais là, les moteurs diesel étaient plus puissants que les machines à vapeur. Mais ça fonctionne encore beaucoup, là. C'est encore... il y a encore un aspect économique par rapport à ça, là. Oui, mais chaque période, on voit à chaque période, le remorquage change. Au début, beaucoup utilisé pour traîner des trains de bois, de bois de pulpe. Beaucoup dans le transport avec chalet. On transportait de la bière concassée, on transportait de la dynamite, on transportait de la... on peut présumer que, en tout cas, Expo 67, ils ont pris des remorqueurs pour vider le dragage, les opérations de dragage. La plupart des dragues étaient... il y avait sans propulsion, fait qu'il fallait qu'ils soient d'amener du point A au point B, il fallait les remorquer. Ouais. Puis les dragues, quand ils déblayaient, avec les déblais qu'on mettait dans un chalet, là, les remorqueurs touaient le chalet jusqu'aux endroits au site, là, aux sites de, mettons, comme les sites de dépôt. Ouais. Là, mettons, comme ça à Pointe, ici à Saint-Ignace, quand ils draguaient dans les pointes Sorel, bon, au large de la Pointe-au-Père à Saint-Ignace, c'était une zone de dépôt. En ça, plus à l'ouest de l'île Ronde, à la pointe de l'île Ronde, à l'ouest, c'était une autre zone de dépôt. Sur le lac Saint-Pierre, il y avait quelques zones de dépôt, ça en allait plus soit au sud ou au nord, quand ils draguaient pour le lac Saint-Pierre. Et puis là, quand les gros travaux de dragage à travers le Saint-Laurent ont été complétés dans les années 70, bon, la flotte de drague, ils ont été diminué, oui. Et puis là, les remorqueurs, là, comme les bateaux étaient plus gros, ils ont été affectés plus. Ils ont tout le temps été là dans les zones portuaires pour l'assistance à l'amarrage des gros navires. Oui, c'est ça, là. Puis l'appareillage. Aujourd'hui, les remorqueurs, oui, il y a encore du touage par bâche, mais on peut dire que le gros du travail aujourd'hui des remorqueurs sur le Saint-Laurent, c'est vraiment l'assistance portuaire. La suite de cet entretien sera diffusée sur nos ondes la semaine prochaine. Sur ce, allons à la pause.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. En ce 8 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Nicole Lepage et à Jean-Pierre Guertin. Finalement, dimanche également, d'autres anniversaires à souligner. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Michel Cousineau et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Roger Courchaine. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On le rappelle, CTRB couvre plusieurs conseils municipaux dans notre région. On parle de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, l'Île-du-Pas. On se rend aussi à Lanoraie. Et c'est là qu'on se rend présentement. On vous parle de la séance du mois de mars du conseil municipal de Lanoraie. Il y a eu évidemment plusieurs points discutés. On vous en présente quelques-uns. Il a été notamment sujet de réunification des règlements d'urbanisme. En effet, suite à la fusion de la paroisse et de la municipalité Lanoraie, donc qui est devenue une entité, a conservé les règlements des deux entités de façon distincte. Elle a décidé maintenant de fusionner le tout. On écoute à ce sujet le maire Villeneuve. Adoption du projet de règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Proposé à pied résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme tel que proposé. Alors, je vous disais tantôt, c'est assez costaud. En fait, pourquoi on fait ça? Il faut se rappeler que le 6 décembre 2000, la municipalité de Saint-Joseph-de-Lanoraie et Lanoraie-d'Autrey se sont regroupés pour former une municipalité qui est Lanoraie. Là, on est le 6 décembre 2000, mais il y a des règlements qu'on me dit qui datent de jusqu'en 1990. Donc, il y avait deux municipalités, il y avait deux règlements d'urbanisme, si on veut. Chacun avait son propre règlement d'urbanisme. Et là, il faut réussir, après 20 ans, un peu plus de 20 ans, 24 ans en fait, il faut réussir à un moment donné à marier tout ça pour faciliter la tâche à tout le monde, autant aux citoyens qu'aux employés ici qui administrent ces trucs-là. Donc, c'est un règlement qu'on appelle règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme. Il va y avoir une séance publique d'information là-dessus. Mais je veux quand même vous en dire quelques mots. Vous allez voir un peu, ça ressemble à quoi. Alors, c'est du normatif. D'abord, c'est carrément du normatif. C'est pour permettre que tout le monde, tous les citoyens soient égaux. Il n'y a pas de passe-droit, oubliez ça. C'est normatif, donc c'est coulé dans le béton. Ça se passe de telle façon pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, à moins très rare. Là. Donc, ça ressemble à quoi? Le présent règlement a pour titre règlement 1087-2024 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme et peut être cité sous le nom de règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme ou règlement 1087-24. Le présent règlement abroge et remplace en entier, à toute fin que droit, les règlements suivants et tous leurs amendements successifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règlement administratif 104-92,
Le 268-90, règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction. Le règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction, parce qu'il y avait 2 municipalités, chacun avait son règlement. Donc, on va prendre les 4 règlements, on va en faire un. On va en faire un. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de s'y retrouver, finalement. Puis, ça évite aussi, ça augmente l'efficacité. 2, ça évite des erreurs qui pourraient se glisser. Mais on va en reparler plus en séance publique d'information, de consultation. Je voulais juste vous dire à quoi ça ressemble. Donc, en gros, là, c'est pas mal ça. Et puis là, il y a quand même quelques pages, une soixantaine de pages, je pense. Juste peut-être un élément supplémentaire, le but de ça. Donc, le présent règlement a pour objet d'établir les modalités administratives qui encadrent la réalisation des projets visés par les règlements d'urbanisme. À cette fin, il vient préciser les obligations et les responsabilités du fonctionnaire désigné, du propriétaire et de l'exécutant des travaux, et établit également les mécanismes de délivrance des permis, de certificats et de sanctions. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre quand même sur Internet, sur le site Internet, assez rapidement, que les gens puissent aller consulter. Vous allez voir, c'est costaud. C'est plus de 100 articles et c'est tout près de 50 pages. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Bataille le 6 février à 92 ans. Est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert, son petit-fils Ardo, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30 en la chapelle du complexe. Au CHSLD Daisy de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 mars dernier, à 99 ans, est décédée Mme Ida Delio, veuve de Marcel Demers, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Demers, Francine, Ronald Demers, Linda Cardinal, Robert, Thérèse Rosenois, sœur Marc, ses petits-enfants Nathalie, Jimmy, Christian, Joseph, Yannick, Sébastien, Joshua, Rebecca, ses arrière-petits-enfants Jade, Mathieu, Cassandre, Emmaël, Camille, Mikaïa, Jaden, Isla, Mika, Sydney, sa sœur Joséphine Ortuzo, sa belle-sœur Marie Duilio, ainsi que plusieurs autres parents et amis.
La famille vous accueillera à l'église de Lanoret le 9 mars, samedi, 14 h. Les funérailles suivront à 15 h. Madame Delio sera inhumée le même jour au cimetière de Lanoret. Au CHC du Château à Berthierville le 12 février dernier à 89 ans. Est décédée Mme Huguette Latour, fille de feu Léopold Latour et de feu Rose-Hélène Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs Lucienda, feu Gaston Plante, Ghislaine Élise, son frère Florent, décédé en petite enfance, elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs. Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane. Dorothée, feu Ange-Albert Guévremont. Jean-Philippe, France Boucher. Lucien Normand, Carmen Robillard, sa filleule Jocelyne McKenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. La famille vous accueillera dimanche 10 mars, 11 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Madame Latour sera inhumée à une date ultérieure au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. En toute sérénité, à l'unité des soins palliatifs du CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mata, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Guy Gauvin, ex-directeur d'école à Berthierville, époux des 51 dernières années de Daniel Lévesque, demeurant à Saint-Charles-Borromée, anciennement de Berthierville. Il est allé rejoindre ses parents, Alfred Gauvin et Denège Perron, ainsi que ses sœurs Lise et Joanne. Il demeurera pour toujours dans le cœur de nombreuses personnes. Il laisse donc dans le deuil ses enfants Jean-François, Marie-France Alain Trudel, ses petites filles pour qui il portait tellement d'amour, Ariane, Noémie, Camille et Agnès, fille d'Alain, son frère Jean-Pierre, feu Yvan Tremblay, sa sœur Christine, Marc Grenier, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Mario Gélina, feu Joanne Gauvin, Roch Lévesque, Odette Ouellette, Daniel Lévesque, Ronald Bienvenu, Ginette Lévesque, feu Jean Delille, Françoise Lévesque, feu Patrick Couture, Jeannot Lévesque, Angèle Gingras, Jude Lévesque, feu Claire Fréchette, Francine Lévesque, Jean-Pierre Lévesque, Déby Lévesque, Christine Lévesque, Jean-Marc Beauregard, France Lévesque, René Dubé, Luce Lévesque, Daniel Lawrence, Mario Lévesque, Carole Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 16 mars, 10 h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Berthierville à 14 h le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 février dernier, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron, Louis Valois, ses petites filles, Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénald Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons peuvent être effectués à la Fondation canadienne du cancer, à la Fondation du cœur et de l'AVC ou encore à la Fondation pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles pour ces 3 fondations au salon. La famille vous accueillera samedi le 16 mars 11 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 14 h 30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 14 février dernier, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Marchand, épouse de Régent Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa sœur Marcelle et son époux Gérald d'Estrempe, elle laisse dans le deuil ses enfants. Anne Latour, Roch Grégoire, Mario Latour, José Chevalier, Denis Latour, José Courchaine. Ses petits-enfants, Kathleen Grégoire, Patrick Collet, Sarah Grégoire, Stéphane Gagnon, Félix Latour, Joanie Robichaud,
Camille Latour, Félix Vaillancourt, Antoine Latour, Mélissa Farley, Charles-Hubert Latour, Marie-Ève Blanchard. Ses arrière-petits-enfants, Loïc, Liam, Adriel, Florent, Léopold. Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Carmen Marchand, Denis Bissonnette, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Jean-Claude Latour, feu Lise Valois, son ami Rita Lépine, Paul-Étienne Latour, René Latour, Lise Mondoux, feu Jean-Charles Latour, Richard Latour, Gaétane Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 mars, 13h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Claire Marchand-Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À Louisville, le 29 février, à 59 ans, est décédé André Ross, fils de Clément Ross et de Lucille Lebeau, demeurant Masquinongé, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa conjointe Michel Blais, ses sœurs Dany Ross, Serge Fafard, Nathalie Ross, Louis Bergeron, son filleul Frédéric Fafard, Marie Dumontier, leur fils Raphaël Fafard, sa marraine Liette Ross, Gaétan Thibault, son neveu et sa nièce, Olivier Bergeron, Brianne Masson et Angélique Bergeron, ses beaux-fils Alex et Patrick Leborgne, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. M. Ross sera inhumé au cimetière de Masquinongé à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -5. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, température de -2, un temps ressenti de -7. Samedi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 2, un temps ressenti de -2. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 9, un temps ressenti de 6. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 5 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -5, environ 10 mm de pluie et 1 à 3 cm de neige. Dimanche matin, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -5, environ 10 mm de pluie et environ 2 à 4 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 2, un temps ressenti de -3, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -2, moins de 1 mm de pluie et environ 5 cm de neige. Dimanche nuit, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -4, environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.